Amis auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau Libre Journal, le Libre Journal des entrepreneurs, dirigé par Louis Laboca et Hugues Sérapion. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission en direct, et donc tous vos messages seront les bienvenus. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jan Wilders. Jan Wilders, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre micro, vous êtes le président de LaboLife et comme le nom le laisse supposer, eh bien vous êtes un entrepreneur dans le domaine de la santé et bien évidemment nous allons nous intéresser à ce secteur d'activité absolument vital sur lequel d'ailleurs beaucoup de questions se posent sur la place justement de la médecine occidentale par rapport à d'autres médecines, de la crédibilité que peuvent avoir aujourd'hui les grands laboratoires et cette médecine par rapport déjà au grand public et puis aussi à d'autres médecines peut-être alternatives, qu'elles soient elles aussi d'origine occidentale ou plutôt des médecines d'Extrême-Orient. En tout cas, c'est un sujet qui nous concerne tous puisque ça touche la santé. Mais bien évidemment, également au Libre Journal des entrepreneurs, nous voulons recevoir et nous recevons des entrepreneurs qui ont quelque chose à dire, qui ont fait quelque chose et qui acceptent de nous ouvrir un petit peu, j'allais dire, leur cœur. Et le thème de l'émission, eh bien, c'est associé performance économique et principe de subsidiarité. Alors, notamment avec Louis, nous verrons au cours de l'émission, eh bien, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous, mais avant cela, peut-être, rapidement, nous présenter votre entreprise et ce que vous proposez. Oui, en fait, c'est un grand plaisir d'être avec vous, de pouvoir effectivement parler de LaboLife. LaboLife est une entreprise justement pharmaceutique qui a été créée il y a 33 ans et a été créée autour d'une idée. En fait, il y avait un médecin belge qui était le médecin de la famille royale belge, qui était homéopathe, médecin, mais aussi passionné par le système immunitaire, qui était en train d'exploser à ce moment-là. Et il a développé une thérapie qui aujourd'hui s'appelle la micro-immunothérapie. Et cette thérapie est pour travailler avec le système immunitaire. Il en parlait avec ses amis, il en parlait avec ses collègues. Et donc, il y avait un certain nombre de patients privilégiés, dont la famille royale, mais bien d'autres, de patients privilégiés qui pouvaient profiter de la micro-immunothérapie. Et c'est pour ça, quand on l'a rencontré, on a dit, mais pourquoi pas donner un cadre pharmaceutique pour que ce soit disponible au monde entier? Il a dit, moi je suis médecin, moi ça ne m'intéresse pas tellement. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'aider les patients. Alors, nous, ça nous intéressait aussi. Et donc, on lui a dit, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas prendre vos trouvailles, vos médicaments pour en donner un cadre pharmaceutique pour que ce soit disponible pour le monde? La pharmacie est très compliquée. Le monde pharmaceutique est fait pour des monstres en taille d'entreprise, mais nous nous y sommes lancés parce qu'on, comme on dit, on l'a fait parce qu'on pensait que ce serait simple. En fait, on ne savait pas que ce serait impossible, mais 33 ans après, on est là et on permet d'avoir cette micro-immunothérapie qui est disponible maintenant pour beaucoup de patients, au moins en Europe. Et ça, c'est en fait la genèse de l'histoire. Et depuis 33 ans, c'est effectivement un combat quotidien, mais un combat passionnant parce qu'on est autour d'une idée de la santé qui est très intéressante. Parce que lorsque en fait, moi j'étais très jeune à l'époque et j'ai donc travaillé avec les fondateurs, autour du business plan. Donc on a construit ça ensemble. Et l'idée, c'était, regardez, dans les années 2000, on était en 1992, dans les années 2000, il n'y aura plus de médicaments chimiques. Tout ça, ça va arriver à la fin, à sa fin naturelle. Alors, ce n'était pas tout à fait vrai, parce qu'on continue à l'avoir, et je dirais bien heureusement dans beaucoup de cas. Mais c'était une autre vision de la santé où on dit, en fait, le corps est quelque chose d'extraordinaire. La santé, c'est quelque chose, c'est en fait l'état naturel du corps, c'est la santé. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec le corps, pour que le corps revienne à cette santé qui est tout à fait naturelle? Et donc, ça, c'est la genèse de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est notre inspiration aussi sur ce qu'est la santé. Et on essaye de participer quelque part, même en tant que petite entreprise pharmaceutique, on essaye de participer au débat public pour reconnaître
quelque part la beauté du corps, euh, l'incroyable fonctionnement du système immunitaire et d'ailleurs dans beaucoup d'autres systèmes. Et donc voilà, on participe à aussi une autre vision sur la santé. Alors, nous avons quand même une question, et peut-être les auditeurs également, les auditeurs de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que la micro-immunothérapie, pour que l'on sache un petit peu de quoi nous allons parler aujourd'hui? Absolument. La micro-immunothérapie, donc il y a deux parties dans ce mot. L'immunothérapie. En fait, nous avons tous un système immunitaire. Et le système immunitaire fonctionne 24 heures sur 24, à tout moment. Aujourd'hui, on est avec des gens, on est en train de respirer le même air, il n'est pas tout à fait purifié, on mange beaucoup de choses, on est dans un milieu qui est plein de bactéries et de, je dirais, de saleté quelque part. Mais on vit très bien parce qu'on a un système immunitaire qui est toujours sur le qui-vive, toujours en train de protéger le corps, toujours ramené à cet équilibre de santé dans lequel on est naturellement. Donc ça, c'est l'immunologie normale. L'immunothérapie, c'est en fait se dire, on va essayer d'aider le système immunitaire, travailler avec le système immunitaire pour qu'il puisse faire ce qu'il fait très bien. Et ensuite, la micro-immunothérapie, nous, ce que l'on fait, c'est que on a des milliards de cellules du système immunitaire qui sont toujours en train de communiquer entre elles, et d'ailleurs d'autres cellules aussi. Et elles communiquent à travers des petites protéines, ces genres de petites molécules, et avec ça, elles ont un discours, une conversation continue pour maintenir tout le corps sous contrôle et sous protection. Et nous utilisons ces protéines-là, donc que l'on produit par biotechnologie, mais on les utilise en très très basse concentration parce qu'on n'a pas envie de prendre la place du système immunitaire, on a envie de discuter avec le système immunitaire. Et vu qu'on est dans ces concentrations très basses, nous rentrons dans la réglementation de l'homéopathie. Donc, d'un point de vue réglementaire, on est une forme d'homéopathie, mais d'un point de vue thérapeutique, on a vraiment cette réflexion de travailler avec le système immunitaire que l'on a étudié en détail. Et c'est pour ça que une des choses que nous faisons, c'est la biomimétique. Et la biomimétique, c'est quoi? On regarde la vie, mais avec les yeux vraiment ouverts, je dirais avec l'intelligence ouverte, presque avec le cœur ouvert, pour comprendre comment ça fonctionne. Et on essaye d'imiter ce fonctionnement-là. Et en fait, vraiment, on regarde le corps avec une certaine humilité, je dirais une très grande humilité, parce que le corps est extraordinaire. Et on en sait très peu. Donc voilà, on arrive avec beaucoup de précautions dans ce concert qui est en train de se passer dans le corps. Et cette précaution est importante parce qu'en fait, ce que l'on veut vraiment, c'est que le corps reprenne le contrôle de sa santé. Yann Wilders, ça c'est la présentation théorique et nous vous en remercions, mais pratiquement, qu'est-ce que votre société commercialise? Qu'est-ce que vos médicaments permettent de guérir pour que ce soit un petit peu concret pour nos auditeurs? Absolument. Alors, il faut que je parle avec beaucoup de précautions, dans la mesure où, en tant que laboratoire pharmaceutique, on est très encadré sur ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire. Et c'est bien, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait n'importe qui fasse euh, euh, qui disent des choses, qui fassent des promesses qui ne soient pas vraies. Et c'est pour ça qu'en fait, on est très... je ne pourrais pas, par exemple, vous dire des noms de nos médicaments ou dire à quoi sert un certain médicament. Ça, je ne peux pas le dire, même si on sait effectivement à quoi ça sert. Mais où ça, donc, nous vendons 45 médicaments différents et nous sommes dans énormément de pathologies chroniques, souvent, donc des pathologies complexes, et c'est des pathologies où justement le système immunitaire a été un petit peu débordé et a besoin d'aide pour revenir dans une utilisation normale. On est aussi utilisé dans le cas de réactivation virale. Par exemple, il y a un virus qui est bien connu, qui est l'Epstein-Barr virus, l'EBV, qui est en fait le virus du baiser parfois, ou la mononucléose, la fatigue chronique, voilà, il a beaucoup de noms.
Et parfois, ce virus, nous l'avons tous. Voilà. Voilà, nous l'avons tous. Mais ce qui se passe, c'est que le corps l'a sous contrôle. Mais parfois, il sort de contrôle et il garde presque en otage le système immunitaire et il y a beaucoup d'autres pathologies qui viennent s'installer. Et donc, ça, c'est le genre de pathologie où la microthérapie est utilisée par énormément de médecins pour aider dans ce genre de pathologie complexe, chronique. Voilà. Alors, permettez-moi peut-être d'être un petit peu iconoclaste, mais si j'ai bien compris, vous êtes rattaché à la branche de l'homéopathie. Et tout cela me fait penser à tous les débats scientifiques autour de ce sujet, notamment depuis Benveniste et la mémoire de l'eau. Et aujourd'hui, il me semble, mais je reste très prudent car je n'y connais rien, qu'il y a une sorte de consensus scientifique sur le fait que l'homéopathie a à peu près l'effet d'un placebo, c'est-à-dire qu'il n'y a en réalité pas de principe actif, déjà matériellement puisque c'est la dilution, et d'autre part dans les études épidémiologiques que l'on peut mener en double aveugle. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette remarque? Remarque que ce n'est pas la première fois que je l'entends, évidemment. J'imagine. En fait, j'inviterai les auditeurs à rechercher sur le site, sur Internet le Homeopathic Research Institute. Donc, c'est l'institut de recherche homéopathique qui essaye en fait, qui recense toute la recherche qui est faite en homéopathie. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de recherche que l'on ne le pense qui est faite en homéopathie et qui montre des réelles actions, donc dans des études qui sont en double aveugle, dans des études qui sont aussi en observationnel, mais aussi dans des éprouvettes où on fait ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le préclinique. Et nous-mêmes, nous avons un département de préclinique où nous publions 3 ou 4 articles par an sur la microimmunothérapie et qui montrent comment des cellules réagissent avec plus ou moins d'expression de certaines protéines quand ils sont mis en contact avec nos médicaments. Donc, en fait, il y a une réalité de l'observation dans la recherche homéopathique. Il n'y a pas énormément de financement pour ça, donc il y a moins de recherches peut-être que dans d'autres choses, mais il y a vraiment des recherches très intéressantes et des publications qui sont intéressantes. Mais j'aimerais en fait vous raconter une histoire personnelle ici. C'était les vacances, j'avais 2 neveux, on était en train de jouer dans le parc, et les 2 se font piquer par des guêpes. Hurlements, cris, les guêpes, c'est très très douloureux, et il se trouve que j'avais sur moi un petit médicament d'un grand homéopathe français que je nommerai pas, mais c'était l'Apis Mellifica. Et donc on a dit qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai dit ben, prenez 3 globules de ça et revenez dans 2 heures et puis on en redonnera. Je leur ai donné. 2 heures après, il n'y avait plus personne parce qu'ils avaient complètement oublié qu'ils avaient été piqués. Et moi-même qui suis allergique aux guêpes, je sais que ça, c'est un médicament qui fonctionne bien pour moi. Donc, c'est parce que je n'ai pas envie de parler de mes médicaments que je prends régulièrement, et moi, et mes enfants, et ma femme, et ma famille, etc., et qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a aussi, parfois, on peut se dire, je ne comprends pas le mécanisme, mais je constate les résultats. Et ça, pour moi, c'est la première réponse. Constatons les résultats. Ayons vraiment un regard scientifique de dire, je regarde les résultats, est-ce que je comprends le mécanisme? Pas forcément. Hier, justement, je lisais une publication qui recensait à peu près 280 études qui avaient été faites sur les mécanismes d'action de l'homéopathie, comment ça fonctionne, et en avait sorti 14 modèles principaux. Donc, ces modèles-là, je ne dis pas qu'ils sont vrais ou faux, mais il y a beaucoup de recherche qui est faite, il y a beaucoup de choses intéressantes, et quand on a l'esprit ouvert, on peut en fait découvrir beaucoup de choses. Et malheureusement, il y a beaucoup d'idéologies dans l'homéopathie où on dit « ça ne peut pas marcher parce que je ne sais pas comment ça marche ». Heureusement que les oiseaux n'ont pas attendu de comprendre la thermodynamique
Pour pour voler. voler. Voilà. Bien, bah écoutez, je ne sais pas si on se tutoie, si on se voit, puisqu'on s'est croisés et qu'on a sympathisé cet été à Rome, Yann. Mais vous êtes un grand gaillard d'1,90 m. Vous ne dépareriez pas dans une équipe de rugby au poste de deuxième ligne ou de troisième ligne. Et aujourd'hui, on est intéressé par le marché de Labolife, bien sûr, mais surtout par votre profil d'entrepreneur, de chef d'entreprise, à travers le parcours que vous avez eu auparavant. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de nous faire un petit résumé de ce parcours depuis votre enfance, votre ascendance. Vous avez la double nationalité franco-anglaise. C'est pour ça que quand on vous écoute bien, on détecte un léger accent anglo-saxon. Voilà. Je pensais qu'il était belge. Non, je ne sais pas comment il faut qualifier le fait de l'être ou de ne pas l'être, mais en tout cas, c'est pas le cas. Voilà. Donc Yann, à vous la parole pour nous parler plus du petit garçon que vous étiez, qui a grandi et qui est devenu plus tard un entrepreneur. D'accord. Alors, je suis né en Grande-Bretagne d'un père anglais et d'une mère française, donc j'ai découvert ce qui était deux cultures quand même très différentes dès la plus jeune enfance. Donc, je suis né franco-britannique, je suis resté en Angleterre jusqu'à l'âge de 8 ans. J'étais le quatrième d'une famille de quatre. Et ensuite, mon père, qui avait eu des succès dans les affaires, mais aussi qui se disait qu'il voulait se rapprocher de, euh, du lieu natal de ma mère qui est d'ailleurs d'une famille illustre française. C'est pour ça que mon petit accent était un petit problème pour elle, parce qu'elle vient de la famille d'Edmond Rostand, de Jean Rostand, donc une belle famille du sud de la France. Et donc, on est allé s'installer à Monaco pendant donc toute ma jeunesse, de 8 ans à 18 ans, je l'ai passé à Monaco, où un monde particulier, un monde où il y a deux mondes en parallèle, le monde de la jet set que l'on voit et le monde des gens normaux qui habitent là, donc nous on faisait partie des gens normaux. Et ensuite, j'ai étudié le cursus français des écoles de commerce. Et je me suis retrouvé à Lille où j'ai rencontré une jeune femme charmante en première année d'études. Et on s'est mariés donc à la fin, en 1992, la même date que la création de Labolife et la même date que mon année de diplôme, donc de l'EDEC. Et donc, ça fait 33 ans qu'on est mariés et depuis, nous avons eu 4 enfants. Et j'ai eu la chance de faire un service national en entreprise, parce qu'à l'époque, il y avait encore le service militaire qui était obligatoire, mais j'ai pu le faire en Australie, dans une entreprise française. Et on a passé donc 1 an et demi en Australie, où notre premier fils est né. Et c'était aussi à ce moment-là que Labolife était créé. Mais je le suivais de près, j'étais quelque part en contact, mais je n'étais pas vraiment là dans le cœur de l'action, parce que vraiment c'était une start-up qui avait voilà, tous les défis des start-up. Et à partir de là, après l'Australie, je travaillais dans l'industrie lainière à ce moment-là, le peignage de laine, l'achat de la laine brute. J'ai eu l'opportunité de partir en Argentine. Et donc, on a passé quelques mois en Argentine avec ma femme, où nous attendions notre second enfant, qui est né ensuite en France. On a passé 1 an dans le Nord. Et après ça, nous sommes allés rejoindre justement Labolife et nous sommes allés à Majorque, parce que c'est là où il y avait le laboratoire de production de Labolife. Et là, j'ai mes 2 derniers enfants qui sont nés à Majorque. Et donc, c'était un moment très intéressant, un moment de structuration d'entreprise, un moment de compréhension aussi du monde, parce que j'étais encore jeune, malgré mes 4 enfants, ils sont nés avant que j'avais 30 ans. Et après ça, nous sommes allés au Royaume-Uni, parce que on était arrivé dans les années 2000, et la France n'avait trouvé rien de mieux que de dire que la microimmunothérapie était complètement interdite en France. Interdite d'utilisation, interdite de prescription, interdite de tout. La France s'est fait retaper par l'Union européenne parce qu'ils n'avaient pas le droit. Parce que c'est un médicament qui est tout à fait reconnu, tout à fait accepté, tout à fait
possible. Et même si ce médicament en tant que tel n'est pas enregistré en France, il est disponible dans d'autres pays comme l'Espagne, comme la Belgique, comme l'Italie. Et le patient français a le droit de l'importer pour son usage personnel. Sinon, ce serait de la discrimination contre les patients. Mais vu qu'on avait la maison mère qui était encore en France à ce moment-là, on s'est dit on va le mettre dans un pays neutre et on est parti en Angleterre. Et pour moi, c'était l'opportunité d'y aller avec mes 4 enfants, avec mon épouse, de passer un petit peu de temps en Angleterre, revenir aux racines, permettre aux enfants aussi d'apprendre l'anglais. Dans quel coin d'Angleterre étiez-vous? C'était dans Kent. Mhm. Voilà, juste on traverse la Manche et on arrive dans Kent, superbe région d'Angleterre. Et le reste de la direction avait dit ben, on va s'installer en Angleterre. Mais au bout de 3 ans, vu qu'ils étaient quand même assez franco-français, ils avaient du mal à passer à la perfide d'Albion. Ce n'est pas évident. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, voilà, de rester là-bas, ça n'a plus beaucoup de sens. Et donc, je suis venu en région parisienne, où j'ai passé les 9 prochaines années de ma vie, ou presque, parce que j'étais avec Labolife et j'étais arrivé donc en 2003-2004, et je sentais qu'on était arrivé un petit peu à la limite de ce que l'on pouvait faire, et qu'on pouvait en faire plus, mais que à ce moment-là, moi, j'étais responsable. J'avais dû apprendre tout ce qui était la microthérapie, tout ce qui était la santé, tout ce qui était là, parce que je m'occupais du développement des marchés. Mais on était arrivé à un moment où je ne pouvais pas apporter tellement plus. Et donc, j'ai quitté l'entreprise pour de bon. Voilà, j'ai lancé une petite entreprise de véhicules électriques pour personnes âgées. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer ça pendant 18 mois. Et soit j'ai assez pour survivre avec ma famille, soit j'arrête. Voilà, je m'étais donné un moment fixe. Et au bout d'une 15-16 mois, oui, ça marchait un petit peu. On a été partenaire de la Foire de Paris, des choses amusantes. Mais ce n'était pas suffisant. Et donc, j'ai dit à mon épouse, regarde, là, je vais probablement devoir arrêter l'entreprise. On a mis de côté pour acheter une maison un jour, donc tout ira bien. Mais voilà, je peux soit chercher quelque chose ou recréer quelque chose tout de suite, ou bien on pourrait faire un tour du monde pendant 1 an. Parce que ça ne doit pas coûter beaucoup plus cher que de voyager autour du monde que de vivre en région parisienne avec les enfants dans une école bilingue, privée, bref. Donc, ça doit être à peu près la même chose. Et mon épouse a dit, c'est mon rêve, allons-y. Et donc, en 3 mois, on a tout bouclé, on a tout arrêté. On était locataire, on a rendu notre maison, on est devenu SDF comme il se faut, et on est parti pendant 1 an, du 14 juillet 2008 au 14 juillet 2009, donc une année complète, et on est allé voyager autour du monde. Avec les 4 enfants, ça a été une année extraordinaire, fantastique. On est allé en Afrique du Sud, puis ensuite on est allé à Hong Kong, en Chine, en Inde, en Australie, au Chili, en Argentine, au Brésil, au Mexique, et on a terminé par les États-Unis. Et Donc voilà, donc ça nous par- permet de... vous avez utilisé quel moyen de déplacement? Le sac à dos, les avions, les bus, les voitures de location, voilà. On a été invité pendant presque 5 mois. On a été logé dans les différents endroits parce qu'en fait, on a essayé de faire du volontariat dans différents endroits. Et donc, on avait voilà, du volontariat, on a pu connaître les personnes. Ça a été une année extraordinaire. Ce sur quoi je suis revenu en France, il fallait quand même revenir à la réalité. J'avais une barbe fort longue bon, j'ai dû la couper quand même un petit peu. Et voilà, donc les enfants ont repris. Ce qui était extraordinaire avec les enfants, quand on leur a dit on va faire le tour du monde, la dernière avait 7 ans. Et donc, on a dit, on ne va pas te demander ton opinion. Mais les 3 aînés, on a dit, on ne va pas le faire avec des adolescents, préadolescents, s'ils ne sont pas d'accord. Ils ont dit, on est d'accord. D'abord, on est étonné d'avoir des parents comme ça. C'est une parenthèse intéressante. Mais on est d'accord, mais à condition qu'on ne perde pas notre année. Parce qu'on n'a pas envie de perdre nos amis, etc. Et donc, ils ont étudié pendant cette année-là. Mon épouse a été extraordinaire parce qu'elle a préparé
les cours des 4 différentes années pour tous les enfants dans toutes les matières, etc. Et elle s'est occupée de tout ce qui était humanité, mais ainsi que les langues, l'espagnol, le latin, le français, l'anglais, etc. Et moi, je m'occupais de la partie plus scientifique. Extraordinaire, voilà. Donc, un grand moment. Et quand je suis revenu, à ce moment-là, j'ai été dans différentes startups. J'étais toujours en contact avec Labolife parce que j'étais toujours sur le conseil d'administration. Mais j'étais sur différentes startups. J'ai été dans les énergies renouvelables, à partir de biogaz, dans les plantes, dans les semences, etc. Donc ça a été un grand moment. Et ensuite, justement, Labolife était en train de passer dans un moment de crise. Et j'ai disons, en accord avec le conseil d'administration, j'ai pris le temps pour faire une analyse en détail. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça avait été la crise financière, on avait un de nos gros distributeurs qui avait arrêté de nous payer complètement. Donc ça, c'était une chose, mais il nous avait vidé le compte sur les 8 derniers mois de paiement qu'il avait fait. Ce qui était quand même, voilà, c'était pas évident. Et donc, j'ai étudié la situation et j'ai dit, mais c'est une entreprise qui a encore énormément de potentiel. Le médicament reste extraordinaire, la thérapie est grandiose. Et à ce moment-là, donc, en accord avec le conseil d'administration, ils m'ont demandé de reprendre la direction donc, de cette entreprise. Le directeur précédent prenait sa retraite. Et donc, voilà. Donc, maintenant, depuis 11 ans, j'ai la direction directe de cette entreprise. Et voilà, un grand moment. Voilà. Donc ça, c'est ma vie en quelques minutes, je suis désolé. Ouais, non, non, mais vous l'avez parfaitement résumé, Yann. Ce qui nous manque peut-être un peu, c'est de vous connaître un peu plus, vous, personnellement, parce que vous avez parlé de vos réalisations, de vos déplacements, mais vous, quel petit bonhomme étiez-vous par rapport à vos frères? Et qu'est-ce que vos parents vous ont laissé comme bagage pour affronter les situations qui se sont succédées après? Et finalement, en quoi ça vous a servi aujourd'hui? Alors, ouais, mais merci beaucoup pour cette question. C'est d'ailleurs une question que je fais toujours dans les entretiens que je fais avec les personnes. Je dis, voilà, si vous êtes arrivé à ce niveau d'entretien, donc en train de parler avec la direction, vous avez sans doute les compétences. Ce que je cherche à savoir, c'est qui vous êtes. C'est Et ça. donc, ma première question est, qui êtes-vous? Et voilà, c'est effectivement une question complexe. Mais je vais vous répondre. J'étais le quatrième et j'essayais d'être différent. Ce qui est très difficile quand on a 3 frères et sœurs qui sont déjà brillants, compétents, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont tous appris l'allemand en seconde langue, parce qu'ils étaient brillants. Et donc, il fallait forcément que je fasse de l'espagnol, parce que je n'allais pas faire de l'allemand comme les autres. Je ne voulais pas être comparé. Et donc, j'ai toujours été celui qui a essayé de se différencier, de comprendre le monde, de savoir où il en était. Mais aussi, j'ai eu un père qui m'a beaucoup marqué dans ma vie parce que c'était un homme qui, après avoir été avoir des succès dans les affaires, il a dédié toute sa vie à sa mission. Et le message qui nous a toujours passé, c'est l'argent est un devoir. Quand on a de l'argent, c'est un devoir. Et il nous a bien expliqué, dès notre plus jeune âge, qu'on n'aurait aucun héritage. Parce que l'argent est un devoir. Il l'avait et l'argent devait continuer pour aider dans sa mission. Et sa mission, en fait, c'était de permettre à l'Église de reprendre le leadership, la direction sur la sur la théologie de la création. Donc, c'était Dieu le créateur. C'était la première phrase du credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc voilà, donc j'ai toujours eu ça dans ma vie depuis 1977, donc j'avais 8 ans à l'époque. Et ça a été, et mon père a dédié toute sa vie jusqu'à ce qu'il est décédé en 2020. Qu'est-ce qu'il La qu'est-ce- qu'est-ce qu'il faisait, votre père? Donc, mon père avait travaillé dans les réassurances pour tout ce qui était bâtiment et avait réussi à ce qu'un assureur britannique ait pu aider l'assurance des bâtiments dans le sud de la France. Et donc, voilà, donc ça a été une bonne...
D'accord, donc vous avez été fortement impacté par cette vision assez rare, dois-je dire, de la part de votre père. Et finalement, vous avez grandi avec ça depuis l'âge de 8 ans, vous l'avez mûri, vous vous l'êtes probablement approprié. Et ça se traduit comment aujourd'hui ou depuis comment ça s'est traduit? Alors, ça se traduit d'une part, ça se traduit par l'Abolife. Mm. Le fait de pouvoir reconnaître la beauté du corps, l'intelligence du corps, s'émerveiller. En fait, on est en train de s'émerveiller face à la création. On est en train de s'émerveiller face à quelque chose qui a été fait avec beaucoup de sens, avec beaucoup d'intelligence. Et donc, quand on fait de la biomimétique, pour revenir à ce que je vous disais, on regarde parce qu'on a quelque chose à apprendre. C'est un peu comme si un mécanicien, là, à Paris, on lui apporte une Porsche. Et on dit, voilà, il y a une panne dans la Porsche. Il va ouvrir la Porsche, il va regarder. Peut-être qu'il n'a jamais vu de Porsche avant, peut-être que ce n'est pas le genre de voiture normalement dont il s'occupe. Mais quand il va avoir le moteur, il va se dire, il y a quand même des gens brillants, les ingénieurs de Porsche qui ont mis ça ensemble. Et donc, il va essayer de comprendre comment ça marche. Il ne va pas dire ça, je ne sais pas à quoi ça sert, je vais le jeter. Ça, je ne vois pas à quoi ça sert, je vais le jeter. Et il va détruire la voiture comme ça. Et en fait, on a le même regard que ce mécanicien en se disant, il y a quand même une intelligence extraordinaire dans le corps et on va le reconnaître. Donc voilà, donc ça c'est, je dirais, dans le quotidien, une façon que ça impacte et que ça nous permet en fait d'aller beaucoup plus loin dans la recherche, beaucoup plus loin dans l'approche scientifique que l'on a parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à trouver. On sait qu'il y a quelque chose à reconnaître, à admirer et aussi quelque chose que l'on peut apprendre en regardant ça. Et alors, il y a quelque chose qui me frappe parce que, bien sûr, vous avez un parcours assez exceptionnel puisque vous avez beaucoup voyagé, rencontré beaucoup de personnes. Et en même temps, je pense à une chanson de Francis Cabrel qui dit qu'il a fait le tour de la Terre, qu'il a rencontré tous les rois, etc. Et que finalement, l'essentiel de sa vie, c'est son jardin avec son petit poirier, je crois, qui est au fond du jardin. Finalement, est-ce qu'il faut passer par toutes ces étapes pour s'émerveiller devant la création et la création de la personne humaine? Absolument pas. Absolument pas. L'idéal serait qu'on soit dans une société où on apprend à s'émerveiller, où les parents apprennent à leurs enfants à s'émerveiller, à avoir cette gratitude, à savoir dire merci, à savoir... Parce qu'on s'en rend compte lorsqu'on est malade. Il y a quelques années, j'ai eu une difficulté avec mon genou. Pendant 1 an, j'avais des difficultés pour marcher. Jusqu'à ce que j'arrive à ce moment-là, je ne m'étais pas rendu compte à quel point mon genou était extraordinaire. Maintenant, je bénis le Seigneur pour mes genoux. Maintenant, ça va, je peux faire tout ce que je veux, etc. Et en fait, c'est aussi reconnaître ce système immunitaire. Le fait qu'on ne soit pas malade continuellement, c'est qu'on a un système immunitaire extraordinaire. Et donc, il y a cet émerveillement. Non, il n'y a pas besoin d'aller autour du monde. Mais il y a besoin de savoir ouvrir les yeux. Il y a besoin d'avoir ce cadre de pensée en disant oui, c'est merveilleux, oui, c'est beau. Voilà. Donc, ma vie m'a amené à travers effectivement certains voyages, mais je pense que chacun a une vie extraordinaire et chacun doit reconnaître sa vie extraordinaire et voir les dons qu'il a autour de lui. Alors, Yann, vous avez une autre particularité, décidément vous avez beaucoup de particularités, on va en découvrir quelques-unes, c'est que vous avez été un peu plus loin que la réflexion dans le management de vos équipes, puisque vous avez décidé d'appliquer, mais intégralement, le principe de subsidiarité. Alors, on va y revenir un peu plus tard, là, dans 8-9 minutes, on fera une pause, hein, le break habituel dans notre émission. Mais racontez-nous comment vous est venue cette idée d'écrire un livre hein, qui s'appelle « With the Boss », qui est le patron.
on dirait ça dans les stades, c'est qui le patron, hein. Et vous l'avez coécrit avec quelqu'un qui est spécialisé dans, je crois, dans la doctrine sociale de l'Église, hein. Et donc vous avez écrit un livre destiné aux entreprises, aux entrepreneurs, aux collaborateurs, avec quelqu'un qui est plutôt une théoricienne d'une vision ecclésiastique, hein, si je puis dire. Pourquoi et comment? Alors, le livre a été traduit en français et s'appelle Être le patron, le pouvoir de la subsidiarité pour que les choses se fassent. Ça, c'est le titre français du livre. Effectivement, je l'ai écrit en anglais, Being the Boss. En fait, pourquoi j'ai écrit le livre? C'est parce que on a mis en place, lorsque j'ai repris la direction directement en 2014, je me suis assis avec mon équipe de direction que je connaissais depuis longtemps, parce que j'en avais recruté certains, et donc on se connaissait depuis longtemps. Et j'ai dit, voilà, je vais être le patron, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et ils m'ont dit, laissez-nous travailler. Laisse-nous travailler. Ce qui était intéressant, moi je pensais qu'ils voudraient que je m'intéresse à ce qu'ils allaient faire, que j'allais rentrer dans le détail, que j'allais devenir un expert dans leurs différents domaines. Et non, ils ont dit non, non, on sait faire notre travail, ce que l'on cherche, c'est qu'on laisse travailler. Et donc, on a commencé à essayer de formaliser ça, et évidemment, la doctrine sociale de l'Église avec la subsidiarité, c'est quelque chose dont j'avais entendu parler, que je connaissais, etc. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a une façon de le mettre ensemble? Mais pas d'un point de vue doctrine sociale de l'Église. Lorsqu'on en parle dans l'entreprise, lorsqu'une nouvelle personne arrive, et on dit, nos principes de management ici, on en a deux. C'est la subsidiarité et le bien commun. Et souvent, les gens n'ont aucune idée de ce dont on est en train de parler. Autant le bien commun, ils connaissent les mots, subsidiarité, ils n'ont aucune idée de quoi on parle. Mais on s'en sert juste d'un point de vue concret, pratique. Et je me souviens une collègue qui était venue me voir elle était avec nous depuis 3-4 ans, elle était en train de faire des études supplémentaires et elle était arrivée dans ses études à étudier la subsidiarité qui faisait partie de la doctrine sociale de l'Église. Elle est venue me voir en disant « Est-ce que tu savais que ça faisait partie de la doctrine sociale de l'Église ?» Alors évidemment, j'ai souri. Mais c'était pas forcément nécessaire de savoir que ça vient de la doctrine sociale de l'Église pour vraiment bénéficier des avantages de cette organisation. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette organisation? Qu'est-ce que je veux dire par subsidiarité? L'idée, au début, c'est une idée politique. Une idée politique en disant, pour organiser la société, il faut que le pouvoir soit au plus près des familles, c'est-à-dire le niveau granulaire le plus bas d'une société. Pas de la personne, mais de la famille. Et la famille a le pouvoir et a la responsabilité pour s'occuper d'elle-même. Mais il y a certaines parties qu'elle dit non, non, ça, je ne sais pas faire, donc je vais le déléguer. Par exemple, pour l'éducation des enfants, je n'ai pas forcément toutes les capacités, donc je vais le déléguer à une école. Et l'école donc, reçoit cette responsabilité de la famille et ensuite dit, ben moi, très bien, je vais m'occuper de l'éducation des enfants, mais faire le programme, avoir toutes ces connaissances-là, je ne sais pas comment faire, et donc je vais le déléguer à un niveau académique, etc. Et donc, il y a des organisations dans la société où on part du niveau le plus proche de la réalité, qui ont le pouvoir et les responsabilités. Et donc, comment appliquer ça en entreprise? Et c'est ce qu'on a réfléchi en disant, ce qui est le plus proche du terrain, donc avec nous, ça va être des contacts avec des médecins, ou ça va être la production spécifique du médicament, ou ça va être la qualité du médicament. Il va y avoir différents niveaux, ou la réglementation avec les différentes instances des différents pays. Il faut que les gens qui soient le plus près de ces difficultés, de ces défis, je dirais, puissent avoir le pouvoir et la responsabilité de prendre les bonnes décisions. Et donc, ce n'est plus la direction qui dit ce qu'il faut faire, c'est les personnes qui savent ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mission. Et la mission, pour nous, est fondamentale. Et la mission, pour nous, c'est quelque chose aussi de très concret. C'est un quoi et un pourquoi. Par exemple,
Le quoi, je vais faire en sorte que les médicaments soient enregistrés dans les différents pays. Ça, c'est le quoi. Pourquoi? Pour que les patients puissent avoir accès à ces médicaments-là et en bénéficier. Donc ça, c'est le quoi et le pourquoi. Mais là où la personne va avoir pleine autonomie, va utiliser tous ses talents, toute son intelligence, toutes ses émotions, toute son expérience, toute sa formation, ça va être dans le comment. Comment la personne le met en place. Et c'est pour ça que l'entreprise doit avoir une mission très claire, une organisation très claire, et dans cette organisation, permettre aux gens de pouvoir complètement exprimer ce comment et avoir non seulement la responsabilité du comment, mais aussi le pouvoir. Un exemple que j'aime utiliser, c'est notre femme de ménage. Notre femme de ménage avait sa mission, comme tout le monde, et sa mission, c'était, donc le quoi, c'était de s'assurer d'avoir des installations qui soient propres et fonctionnelles. Le pourquoi, pour que chacun puisse vivre sa mission dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc, elle avait sa mission et donc, elle avait aussi son budget. Elle avait de l'argent qui était à disposition pour qu'elle puisse acheter le café, l'huile, le sel, le poivre, parce qu'on donne ça à disposition, mais aussi pour qu'elle puisse acheter les matériels pour laver, parce qu'elle sait quand même beaucoup mieux que la direction ce qui fonctionne pour laver correctement. Voilà. Mais un jour, je suis arrivé à l'entreprise, j'ai vu qu'il y avait un de nos frigos qui était en train d'être vendu. C'est intéressant. Alors, j'essaye de savoir un peu ce qui se passe discrètement. Et en fait, c'était notre femme de ménage qui avait décidé de vendre le frigo. Pourquoi? Parce qu'elle avait repéré qu'il était trop petit, on avait besoin d'un plus grand. Mais aussi, elle savait que son budget n'arrivait pas pour acheter le grand frigo. Complètement. Et donc, elle s'est dit, en vendant le petit, je pourrais avoir une partie des fonds nécessaires et je vais prendre de mon budget et je vais pouvoir acheter un grand frigo parce que ça fait partie de ma mission. Et elle a pu tout faire sans demander aucune autorisation. Et ça, c'est la beauté de la subsidiarité. Ça permet aux personnes d'agir parce qu'ils savent exactement le quoi et le pourquoi et ils savent que le comment, ils peuvent aller à fond. C'est très intéressant d'avoir pu exprimer le principe de subsidiarité à travers des exemples aussi concrets et aussi simples, parce que effectivement, c'est un terme, le principe de subsidiarité, qui a été un peu mis à la mode il y a quelques années, 7, 8, 10 ans, et comme tous les mots à la mode, et bien, notamment les politiques s'en emparent et en parlent un peu à gauche et à droite, mais les personnes ne comprennent pas. Et donc, il faut revenir à des choses un peu plus simples. Et vous parliez notamment de la manière dont vous faites la délégation de pouvoir. Alors, je pense que c'est un sujet sur lequel on va rentrer plus en détail parce que, idéalement, ce mode de fonctionnement est parfait. Mais la limite, c'est la capacité des personnes à assumer cette délégation de pouvoir de façon efficace et qualitative, et porteuse de bien commun aussi, puisque c'est l'un de vos principes. Hein. Alors, aujourd'hui, cette notion de bien commun, elle est très belle, mais elle est aussi beaucoup attaquée, hein, parce que derrière cette notion de bien commun, il y a des idéologies, parfois, qui divergent, alors qu'au contraire, le bien commun devrait tous nous rassembler. Juste avant la pause, en 30 secondes, quelle est votre vision du bien commun ? Alors, en 30 secondes, le bien commun, c'est quand on équilibre le bien de tous et le bien de chacun. Voilà, ça c'est vraiment la version courte. Dans la pratique, ça veut dire quand on est dans la cuisine pour déjeuner, on lave son assiette, on la sèche et on la met de côté, on la laisse pas traîner. Et si on voit une assiette qui traîne, on donne le bénéfice du doute en disant c'est sans doute quelqu'un qui a eu une grande urgence et qui a dû partir. Et donc, je vais laver son assiette. Ça, c'est en 30 secondes. Voilà. Mais si l'assiette, on doit la laver tous les jours parce que pour les mêmes raisons, on fait quoi ? Alors, justement, ensuite, il y a la réalité. Le suspense est intolérable. Il
y a la réalité qui vient. Et donc, ce qui est intéressant avec le bien commun, c'est souvent les gens ont l'impression que eux, ils font le bien commun, mais les autres non. Et donc, il faut aussi apprendre à regarder ce que les autres font, le travail qu'ils font, l'effort qu'ils font. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le bénéfice du doute exprès, parce qu'il faut aussi savoir donner le bénéfice du doute aux gens. Maintenant, de temps en temps, il peut y avoir des abus, des gens qui laissent toujours leurs choses traîner, etc. Et donc, à ce moment-là, il y a un rappel à l'ordre, sans forcément savoir qui c'est. Mais on rappelle les principes du bien commun. Chers amis, comme l'an dernier, notre généreux mécène s'engage à nous soutenir en cette fin d'année. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don qui sera fait à Radio Courtoisie entre le 1er et le 31 décembre. 5, 10, 50, 100 ou 1000 euros, chaque euro va compter. En cette fin d'année, plus que jamais, je vous demande de nous aider en participant à notre marathon du don. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 euros ne vous revient qu'à 34 euros. Par avance, merci. Alors, bonjour, chers auditeurs, ou rebonjour, nous sommes au Journal des entrepreneurs, le libre journal des entrepreneurs, avec Hubert, qui avait une petite question à poser, avec Hugues, pardon, qui avait une petite question à poser juste avant qu'on reprenne le fil de l'échange. Non, mais alors c'est une question, elle reviendra peut-être. Je voudrais rebondir en effet sur ces questions de subsidiarité, de bien commun. J'ai bien compris tout ce que vous nous avez dit. Alors, vous avez dit que vous avez fait l'armée, mais dans un cadre quand même relativement civil. Et moi, qui suis à peu près de la même génération, j'ai fait l'armée, mais dans un cadre un petit peu plus militaire. Et il y avait une expression que j'ai gardée, qui est la confiance n'exclut pas le contrôle, qui est quand même de façon un peu plus brutale, mais il me semble la même chose. Et donc là, vous nous avez parlé finalement de la confiance que l'on accorde aux gens pour réaliser leur mission. Derrière, est-ce que vous êtes d'accord, premièrement, sur le fait qu'il faut qu'il y ait un contrôle de l'organisation, quelle qu'elle soit, une entreprise, une association, une communauté comme l'Église, et que ce contrôle doit permettre de s'assurer qu'à un moment, tout le monde lave l'assiette. Alors, pour moi, la confiance présuppose la transparence. Donc, la transparence, c'est d'abord savoir ce qui se passe. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que y a une chose que j'ai découvert. Parfois, les gens ne sont pas transparents parce que s'ils commencent à dire à leur chef ce qu'ils sont en train de faire, le chef va prendre les décisions, va prendre le dessus, etc. Donc, ça va être pénible. Donc, il vaut mieux pas lui dire, on le fait, et puis ensuite, on verra. Et ça, c'est une grande difficulté. Donc, c'est pour ça que la première chose, c'est la transparence. Et la façon dont ça s'organise, ça veut dire que moi, par exemple, avec mon équipe, je vais avoir une réunion mensuelle avec chacun pour pouvoir discuter de ce qu'il est en train de faire, pour qu'il puisse raconter. Et je sais qu'au début, lorsque j'ai démarré, mon directeur de production, il n'essayait de dire que ce qu'il pensait me ferait plaisir à entendre. Tout va bien, on fait ça, on avance là-dessus. Et je dis non, ça, très bien, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Où sont tes difficultés? Et donc, ça a pris quelques mois. Mais au bout de quelques mois, il a pu commencer effectivement en disant ça, je ne sais pas faire. Ça, je suis en train de chercher une solution là-dessus. Là, j'ai lancé ça. Et quand il a vu que je n'allais pas prendre le contrôle, que je n'allais pas non plus le remplacer, il a pu à ce moment-là se servir de nos discussions pour réellement discuter en profondeur de choses qu'il aurait plus de mal à discuter avec son équipe ou avec ses pairs. Et donc, ça lui a permis effectivement d'explorer, d'aller plus à fond. Et donc, la transparence, une première chose, c'est que c'est nécessaire pour la confiance pour pouvoir parler. La seconde chose, c'est qu'effectivement, on a des outils, chacun a son budget, comme j'ai dit, même la femme de ménage. Mais on a un outil où c'est tout à fait transparent pour toute la hiérarchie qui est autour de lui. J'allais dire au-dessous de lui, parce que
je fais une petite parenthèse, notre hiérarchie est en forme d'arbre, d'accord? C'est-à-dire, pas en forme de pyramide, mais en forme d'arbre. Donc moi, je suis le tronc en bas, le directeur. Ma première ligne de direction, ce sont les branches, les grosses branches, et ensuite ça monte. Pourquoi? Parce que dans un arbre, qui fait le travail? C'est les feuilles. Et comment elles font le travail? Elles prennent l'énergie du soleil, elles prennent le CO2, elles se débarrassent de l'oxygène parce que personne n'en veut, elles gardent le carbone pour pouvoir construire l'arbre. Et donc, c'est celles qui sont le plus près du terrain, donc dans ce cas-là, le plus près de l'air, le plus près du soleil, qui font le travail. Et c'est pour ça qu'on a un organigramme en forme d'arbre. Voilà. Je ferme la parenthèse sur l'organigramme. Et donc, toute la hiérarchie voit ce qui est en train de se passer. Maintenant, il faut savoir qu'en entreprise, le contrôle coûte cher. Si on veut contrôler tout le monde, il va y avoir des méthodes de contrôle. Et ça coûte cher déjà d'un point de vue organisation, ça coûte cher aussi d'un point de vue confiance. Parce qu'on est en train de passer comme message, je te fais confiance, mais par défaut, je ne te fais pas confiance parce que je te contrôle. Donc, la transparence, c'est différent. La transparence, on voit ce qui se passe et on permet aux gens d'abuser le système. L'erreur est permise. Mais je sais que je vais avoir peut-être 1 ou 2% de gens qui vont abuser le système. Ça va me coûter 1 ou 2% de mon budget. Tant pis. C'est assumable. Ça me coûte beaucoup moins cher que d'avoir un système de contrôle, de flicage, qui va coûter très cher en termes d'énergie des personnes et d'organisation de tout ça. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus dans la transparence, le droit à l'erreur, on apprend de nos erreurs, mais si on casse la confiance, ça c'est motif pour être licencié. Et j'avais un exemple, un contact de médecin en France. Parfait, donc il avait ces choses et on voit qu'il a fait des achats chez Carrefour. Pourquoi il a fait des achats chez Carrefour? Il a passé ça, il a passé la note de frais. Alors, on ne signe pas les notes de frais. Les gens autorisent leurs notes de frais parce que c'est leur propre budget. Donc, si je dois signer leur note de frais, c'est comme si je disais, c'est moi qui ai l'autorité. Non, non, c'est vous qui l'avez. D'accord. Donc, il a passé ça, bizarre. Donc, son chef lui dit, mais pourquoi tu as passé ça? Ah, je sais pas, bizarre. On a dit, attention, quand même, je veux dire, c'est des ressources d'entreprise et tu peux faire des achats pour l'entreprise dans le cadre de ton travail. Et en fait, ça s'est répété. On a vu qu'il était en train de faire des achats, etc., etc. À ce moment-là, confiance cassée et il a été licencié. Mais c'est un cas sur 100. Mais là, c'est plus que la confiance, si je puis me permettre. C'est carrément une faute. Et ce n'est pas exactement la même chose. La confiance, c'est lorsque chacun, comme son nom l'indique, se fait confiance. Et c'est un sentiment, la confiance. Là, ce n'est pas une perte de confiance, c'est un fait avéré qui n'était pas tolérable. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une petite précision, une subtilité à apporter? Et qui passe quand même par un contrôle. Alors, Ouais. alors, pas tout à fait. Parce qu'il y a des choses qui sont faites qu'on ne comprend pas, mais que la personne qui le fait avec une intention bonne et nécessaire. C'est-à-dire que moi, je peux mettre un contrôle en disant, attends, tu es parti du travail à 3 heures. Objectivement, il est parti du travail à 3 heures. Mais est-ce qu'il est parti du travail à 3 heures pour aller à la plage? Ou est-ce qu'il est parti du travail à 3 heures parce qu'il devait rencontrer quelqu'un de très important? C'est le contexte et la transparence qui va me donner ce qui se passe. C'est-à-dire, rien n'empêche les gens d'acheter ces Carrefour. Ça, c'est pas un problème. Mais c'était le contexte et la raison qui étaient fausses. Et c'est pour ça que je reviens sur le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute, c'est que quand on donne aux gens la capacité d'avoir cette autonomie dans leur comment, il faut s'attendre à ce qu'ils fassent des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et c'est ça. Si moi je demande à quelqu'un de faire quelque chose, le meilleur résultat sera qu'il fasse ce que j'ai dit. Si j'arrive à partager avec quelqu'un la mission, la vision de ce que l'on a, le meilleur résultat sera
bien supérieur à ce que je peux m'imaginer, parce que c'est un vrai expert qui est là. Mais je vais vous donner un exemple que vous connaissez peut-être aussi, puisque vous avez une activité commerciale. Exemple assez classique des entreprises. Il y a des commerciaux dont la vocation consiste à aller chercher des clients, des prospects, à transformer en clients. Et puis, il y en a qui sont assez actifs, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins actifs. Et on leur dit, écoute, si tu veux rencontrer des clients, il faut que tu fasses des prises de rendez-vous téléphoniques, il faut que tu démultiplies tes visites, etc. C'est l'intérêt de la personne, puisque s'il réussit ça, il va avoir des primes, une reconnaissance, des tas d'enrichissements sous toutes les formes. Et pourtant, il ne le fait pas. Alors, on peut lui montrer l'exemple au départ, on lui explique l'intérêt, et puis certains, alors pas tous, bien entendu, mais quand même c'est assez fréquent dans les entreprises, et surtout dans ce secteur d'activité, eh bien certains ne le font toujours pas, et puis finalement ils n'ont pas les résultats, et ils se disent finalement je suis pas assez bien payé dans cette entreprise, j'ai pas les résultats, mais ils ne mettent pas les moyens en œuvre. C'est-à-dire que le comment pour lequel ils ont l'autonomie, ils le mettent pas. Alors on met un contrôle en place et on leur dit tu dois faire tant de visites par semaine, et puis tu vas me dire qui tu as ciblé, et tu vas m'envoyer ton tableau de ciblage, etc. Et là, comme par hasard, ça bouge un petit peu, puis il commence à le faire un peu plus, vous voyez. Alors, la difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre le laisser libre dans le comment et la manière dont reprendre la personne qui n'a pas un comment très efficace, quel qu'il soit d'ailleurs, parce qu'il met en danger non seulement son poste, mais peut-être parfois même l'entreprise ou une partie de l'entreprise. Alors, il y a tout à fait la réalité de l'entreprise. Et lorsqu'on parle de commerciaux, c'est effectivement les personnes qui sont les plus difficiles à encadrer, parce qu'ils ne sont pas dans les murs, ils sont autre part, ils ont leur propre rythme, et aussi, ils savent très bien se vendre eux-mêmes. Donc, ils arrivent aussi à expliquer beaucoup de choses qui sont peut-être pas tout à fait exactes. Donc, c'est vrai qu'il y a cette difficulté-là. En revanche, si on dit, voilà, vous devez visiter 8 médecins par jour, par exemple, pour un visiteur médical, 8 médecins par jour, ils visitent des médecins. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Comment est-ce que c'est en train de se transformer? Donc, c'est pour ça que parce que j'ai fait du contrôle de gestion en début de carrière, justement, lorsque j'étais en Australie, en Argentine et dans le nord de la France, quand on met quelque chose sur lequel on va mesurer quelqu'un, la personne va essayer de remplir ce critère-là. Et si l'entreprise n'a pas tout à fait décidé sur le bon critère, on est en train de récompenser les gens pour un nombre et pas pour un résultat. Je vais faire un parallèle avec justement ce que l'on peut vivre à l'école. À l'école, on nous apprend à avoir des notes. Et donc, il y a des gens qui font du bachotage, qui regardent tous les examens des années précédentes. Et ensuite, ils vont avoir 18 sur 20. Génial. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Pas forcément. Mais ils ont mis tout en œuvre pour arriver à la note qu'ils devaient avoir. Et c'est pour ça qu'avec la subsidiarité, c'est beaucoup plus ambitieux, parce qu'on essaye de ramener ce commercial en disant il faut que tu comprennes la mission. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle dans toute l'organisation? Il faut lui faire voir le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est intéressant que médecins connaissent la microthérapie? C'est parce que derrière, il y a un patient qui va en bénéficier. Il y a un patient aujourd'hui qui est en grande détresse, qui ne trouve pas de solution. Et donc, si le médecin que tu visites ne pense pas à ce patient-là, tu n'as pas réussi ta mission. Et donc, en fait, c'est élevé de l'intéressement personnel qu'il va y avoir effectivement une prime ou quelque chose, et amener dans un projet qui est beaucoup plus humain et qui est beaucoup plus de raison d'être. Parce que c'est vivre la vie avec une raison, avec un objectif. Et c'est ça qu'on essaye de partager avec les gens qui travaillent chez nous. Alors justement, Yann Wilders, revenons peut-être à votre entreprise.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment dans votre société, je le rappelle, Labolife, eh bien, vous mettez en pratique toutes ces magnifiques théories que vous nous avez partagées. Comment avez-vous organisé l'entreprise? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ou au contraire les succès que vous avez eus? Et pouvez-vous partager tout cela avec les auditeurs de Radio Courtoisie? Bien sûr. La vie d'entreprise, c'est comme une vie de famille. Ça continue dans le temps. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments extraordinaires et des moments où on construit ensemble. Et donc, comment on l'a mis en place? On a mis en place avant tout un organigramme très clair. On sait qui est responsable de qui. Donc, c'est pour ça que quand je racontais qu'on était un organigramme en forme d'arbre, le tronc, moi, je suis responsable des grandes branches. Moi, je dois m'assurer qu'eux puissent faire leur travail. Et les grandes branches doivent s'assurer que leur département puisse effectivement faire leur travail. Donc, d'abord, il y a un organigramme qui est très clair. Excusez-moi, vous êtes combien de salariés? On est à peu près 120. 120. Ensuite, on a des missions qui sont très claires. C'est-à-dire le quoi et le pourquoi. Et ces missions-là, c'est une négociation entre le responsable et la personne dans l'entreprise. Parce que ce que l'on cherche à faire, c'est pas remplir un poste. On n'a pas le concept de poste. On n'a pas le concept. Les descriptions de poste, on les fait parce que parfois c'est obligatoire dans des protocoles ou c'est obligatoire pour légalement on nous oblige ça, mais on ne réfléchit pas du tout en poste. On réfléchit en mission. Et qu'est-ce qu'une mission? C'est en fait lorsqu'on fait coïncider les talents, l'expérience, le génie d'une personne avec le besoin de l'entreprise. Et à partir de là, on va créer une mission qui est unique. Et quand cette personne va partir, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va reprendre la même mission. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir et on va créer une mission qui est adaptée. Donc déjà, les personnes peuvent exprimer au-delà de leur simple expérience professionnelle. Ils peuvent exprimer leur expérience professionnelle dans leur personnalité, avec leurs compétences. Et ensuite, on a ces réunions mensuelles que j'ai dit, où chaque responsable va prendre 1 heure, 2 heures, ça peut être plus longtemps, pour pouvoir dire, voilà, dans ta mission, comment est-ce que c'est en train de fonctionner? Je vois qu'il n'y a pas de résultat là. Qu'est-ce qui se passe? Sur quoi est-ce que tu es en train de travailler? Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les décisions que tu as prises? Et donc, le responsable est en fait au courant de manière très détaillée de ce qui est en train d'être fait. Et ensuite, le responsable, admettons que le commercial dit oui, mais moi, en fait, je pense que ça marche beaucoup mieux quand je suis à la plage et je passe des coups de fil. J'exagère un peu, on est d'accord. Mais au moins, je passe des coups de fil. À ce moment-là, son responsable va pas lui dire « je t'oblige à faire 8 visites par jour ». Il va essayer de le convaincre qu'il a besoin de faire ces 8 visites par jour. Mais vous parliez de l'exemple, là on en parlait tout à l'heure avec Louis sur le contrôle. Pour ma part, si un commercial m'explique qu'il est à la plage tout le temps, mais que ses résultats sont bons, il va voir des clients, les clients signent, etc. Je ne change pas une équipe qui gagne, qu'il continue à aller à la plage le plus longtemps possible. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Parce que j'ai discuté avec lui et en transparence, je sais qu'il est à la plage, mais je sais qu'à la plage, c'est un génie du téléphone. Parfait. Mais c'est ça, c'est la transparence et tout le monde ne peut pas travailler de la plage. Oui, et c'est comme et travailler de la plage, c'est comme les poissons volants, ça existe, mais c'est pas la majorité du genre. On est bien d'accord. Ne soyons pas iréniques. Mais je rebondis sur ce que Hugues vient de dire parce que, en fait, la difficulté, elle est moins individuelle que collective. Parce que si quelqu'un réussit avec un mode de vie au travail qui lui est propre et qui est efficace, mais qu'il côtoie d'autres personnes qui constatent ce mode de vie et qui voudraient se l'adapter,
alors qu'il n'est pas efficace dans ce mode de vie, ça va poser une difficulté, parce qu'on va devoir rentrer dans des analyses managériales très personnelles et complexes et presque impossibles à expliquer parce qu'il peut y avoir beaucoup de ressentis. Je prends l'exemple du télétravail. Le télétravail, si vous accordez à tout le monde du télétravail, il y a des gens qui sont très très efficaces chez eux, et il y a des gens qui sont bons dans un bureau, mais qui sont très mauvais dans le cadre du télétravail. Et arbitrer ça à l'arrivée, ça suscite en général des polémiques énormes, parce que ça veut dire que les personnes vont se sentir accusées de ne pas être capables de travailler efficacement quand ils sont en télétravail, donc ils ne sont pas considérés, etc. Voilà. Comment est-ce que vous l'adaptez sur un plan collectif, cette liberté d'initiative individuelle? Excellente Alors, question. j'aime beaucoup vos questions parce que c'est effectivement le cœur de la difficulté de ce que l'on essaye de faire. Et c'est pour ça qu'on a la subsidiarité et le bien commun. Le bien commun, c'est justement ce qui peut éviter les individualismes où moi je vais faire ma mission et je vais écraser tout le monde en passant. C'est-à-dire qu'avec le bien commun, on encourage tout le monde à regarder autour de soi, à comprendre ce que font les autres. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. C'est-à-dire que je peux très bien dire à quelqu'un qui, comme mon poisson volant qui travaille de la plage, et lui dire « Non, tu ne vas pas travailler de la plage parce que ça crée des difficultés. Si tu n'as pas besoin d'être chez le client, tu viens au bureau, pas de problème. » Donc, il y aura cette conversation, mais ça, c'est où on arrive sur le bien commun, et c'est pour ça que c'est notre second pilier. Ensuite, pour le télétravail, c'est quelque chose de tout à fait réel et que l'on a vécu après le Covid, où on a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage du télétravail, et on avait cette certaine autonomie des différents départements. Et on a vu qu'il y avait certains départements qui étaient passés à 2, 3, 4 jours de télétravail par semaine. Et je me suis rendu compte, et mon équipe me l'a dit, en disant, là, c'est en train de créer une difficulté pour la culture d'entreprise. On est en train de perdre la culture. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis arrivé en tant que directeur général en disant maximum 1 jour par semaine. Ça sera mis en place. C'était mis en place au début novembre. C'est-à-dire que la direction n'abdique pas sa responsabilité du tout, n'abdique pas son autorité, mais en fait donne cette autorité. Et ensuite, regarde, adapte, et c'est là où on est effectivement dans la réalité. Et il y en a qui disent, oui, mais où est notre autonomie si on est obligé de venir au travail pour le télétravail? Et là, on dit bien commun, culture d'entreprise, sinon on ira droit dans le mur. Bon, c'est important de le rappeler. Je fais une nouvelle parenthèse parce que vous avez travaillé en France, en Angleterre, en Espagne. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une approche managériale commune dans tous les pays ou est-ce qu'il y a des spécificités qui peuvent être liées à la réglementation, à la culture? Quel est votre avis? Alors, c'est un vaste sujet, mais en synthèse. Oui. Vaste sujet. Il y a des grandes différences culturelles. Dans mon entreprise ici, ça c'est une des avantages de Majorque, on peut avoir des gens très internationaux. Donc on a des vrais Allemands, des vrais Français, des vrais Espagnols qui travaillent ici. Les différences culturelles sont réelles et je peux en parler juste en parlant de mon père et de ma mère. Ça existe. Le français est quelqu'un qui va être assez très carré, très structuré. Normalement, ça va être quelqu'un sur lequel qui va être qui réfléchit. L'anglais va être beaucoup plus créatif, moins structuré, beaucoup plus créatif. L'espagnol sera peut-être beaucoup plus associatif avec d'autres. Et donc, il y a des différences culturelles entre les pays, culturelles dans le travail et dans le management aussi, par exemple, parce qu'on a aussi une entreprise en France où on fait de la recherche préclinique en France. On a l'obligation de faire des réunions biannuelles selon un modèle qui est donné par l'État. On le fait parce que l'État nous oblige de le faire. Est-ce que c'est notre façon de gérer? Non.
nous, on a nos réunions annuelles qui sont des réunions beaucoup plus personnelles, beaucoup plus de réflexion sur le quoi et le pourquoi. Mais on va suivre effectivement le cadre, c'est-à-dire que quelque part, il y a un certain paternalisme en France où l'État essaye d'aider les entreprises à être de bons citoyens avec leurs employés. Et je vois d'où ça vient et je vois le bénéfice qui existe. Mais c'est quelque chose de très français. En Espagne, ils ont décidé qu'il fallait avoir un contrôle horaire pour tout le monde. Moi, ça va contre ma philosophie d'entreprise. Mais je suis obligé de le mettre en place. Donc, on a un suivi horaire des gens. Mais je trouve que c'est plutôt destructif dans la façon que c'est, parce que je n'abuse pas des personnes qui sont dans l'entreprise. On peut comprendre que ça évite des abus, donc je peux aussi voir d'où ça vient. Mais en fait, pour conclure, je crois qu'ensuite, un directeur d'entreprise, un entrepreneur, chacun est unique, comme tout le monde est unique dans leur propre mission. Et donc, avec le temps, chacun développe son propre style. Et ça, c'est ce qui est important, c'est de pouvoir exprimer son style, le connaître, le reconnaître et le mettre en œuvre, et pas essayer de copier tout le monde. Au contraire, c'est de savoir quels sont les fondamentaux, de savoir le pourquoi on est en train de faire des choses, et ensuite se battre pour ça. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Nous avons le plaisir de recevoir au Libre Journal des entrepreneurs Jan Wilders, président de Labo Life, donc une entreprise dans la micro-immunothérapie et qui regroupe 120 collaborateurs. Et je me permets de donner la parole à nos auditeurs et notamment un auditeur qui nous dit « Subsidiarité, votre invité a tout bien décrit, la méthode militaire est à ce titre éprouvée. Réflexion intéressante sur le bien commun, mais n'est-il pas, plutôt que l'équilibre entre intérêt de tous et de chacun, le fait de réussir à ne pas opposer ?» En fait, ce qui est important dans la subsidiarité, c'est que on a des gens qui ont des idées, qui les mettent en place et sur lesquelles les autres ne sont pas d'accord. Donc, il y a de l'opposition. Mais dans cette mission-là, cette personne a pleine responsabilité et plein pouvoir de faire ce qu'il pense est nécessaire. Et si on mettait ça au vote, si on mettait ça à la démocratie, si on mettait ça dans autre chose, ça perd cette capacité d'être différent. Or, la différence et l'opposition, c'est ce qui crée parfois l'excellence, pas toujours. Mais si on est tous pareils, on aura toujours la même chose. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de surprenant, il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord. Donc, c'est pour ça, ce qu'on essaye de faire, c'est d'éviter l'opposition en donnant justement cette autonomie aux personnes. Et je parle d'autonomie et pas d'indépendance, parce qu'on est autonome dans le cadre d'une mission. Et donc, c'est comme ça. Et je peux vraiment vous dire que j'ai vu des choses extraordinaires se faire dans l'entreprise, des choses que je n'aurais pas osé demander, et des choses que je n'aurais même pas pensé à demander, parce que c'est hors de ma façon de penser, parce que je suis limité. Avec mon caractère comme je suis limité sur ce que je peux faire. Et c'est pour ça que mon équipe de direction, donc il y en a 5 pour les 5 différents départements, ils sont tous extrêmement plus compétents que moi dans leur domaine d'expertise. Ils sont extraordinaires. Et c'est parce qu'ils sont extraordinaires qu'ils peuvent être différents, et parce qu'ils sont différents qu'ils peuvent être créatifs, et parce qu'ils sont créatifs qu'on a quelque chose de nouveau. Dans votre livre, Yann, tout ce que vous dites aujourd'hui est repris, imagé, détaillé? Oui, en fait, le livre, je ne suis pas un littéraire. D'ailleurs, pour répondre à la question pourquoi je l'ai écrit avec une académique, etc., c'est parce que je ne sais pas écrire. Et donc, j'avais essayé de mettre des mots sur une page et elle m'avait demandé de faire une intervention auprès d'une de ses classes pour parler de la subsidiarité. Et après, je lui ai dit, justement, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ce serait bien de mettre mes idées par écrit, mais est-ce que tu peux m'aider pour l'écrire? Elle a dit, oh, pas de problème.
Toi, tu le mets comme ça en vrac et je mettrai un peu d'ordre là-dedans, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un livre qui est très simple. C'est un livre vraiment de mon expérience de l'utilisation dans mon entreprise à Labolife et comment ça a été mis en œuvre. Donc, c'est très concret, c'est ce que je suis en train de raconter en ce moment. Et après l'avoir écrit, est-ce que vous vous êtes dit, j'ai oublié des trucs, ça je devrais le corriger parce que je ne l'ai peut-être pas suffisamment bien expliqué, ou est-ce que vous dites finalement c'est des fondamentaux un peu universels et inaltérables, et finalement, même s'il y a des imperfections, c'est quelque chose qui peut durer? Alors, il y a des questions qui viennent auxquelles je n'avais pas forcément réfléchi dans le livre. Et donc, je me dis, tiens, je pourrais effectivement le rajouter pour illustrer un élément ou l'autre. Et vraiment, c'est une expérience. L'expérience n'a pas changé. Par exemple, j'ai l'expérience de ma femme de ménage dont je vous ai parlé, qui est dans le livre, qui est illustrée. Et donc, ça essaie d'illustrer les fondamentaux. Mais c'est vraiment pas un donneur de leçons parce que chaque entreprise est différente. C'est plutôt, voilà comment j'ai fait. Si ça peut inspirer, tant mieux. Le libre journal des entrepreneurs est fait par des entrepreneurs, avec des entrepreneurs que nous recevons, et nous sommes écoutés forcément soit par des entrepreneurs, d'anciens entrepreneurs, et bien entendu par tous les salariés, collaborateurs, etc. Et même ceux qui sont dans le secteur public sont confrontés à des managers, ou en tout cas des responsables. Et est-ce que vous pourriez nous partager tout simplement pour des chefs d'entreprise ou de ce qu'on appelle en mauvais français et mauvais anglais également des managers, c'est-à-dire des responsables, est-ce que vous pourriez nous partager tout simplement quelques conseils pratiques? Il faut écouter. Pour moi, c'est ça. Il y a tellement de choses. Quand on écoute, on essaye vraiment de rentrer dans la réalité de l'autre. Quels sont les défis? C'est-à-dire que avec mon équipe, je dois écouter, savoir quels sont leurs défis, où est-ce qu'ils vont, d'où est-ce qu'ils viennent. Ensuite, il y a ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, le bénéfice du doute. Les gens, a priori, essayent de faire les choses bien. Et il faut mieux donner le bénéfice du doute à une fois de trop que de douter de tout le monde qui vous dit quelque chose. Parce que ça coûte très cher en relation, en confiance, en implication, etc. Et aussi, il faut laisser faire, mais vraiment le génie de la personne, pas seulement le professionnel. Et il faut essayer que la personne soit suffisamment confiante, confortable pour apporter ses autres talents dans l'entreprise. Et voilà, en fait, c'est très difficile de donner des leçons. C'est une expérience que j'ai eue et c'est aussi une façon que j'aime bien qu'on soit avec moi, qu'on écoute, qu'on essaye de comprendre, qu'on donne le cadre. Donc, c'est assez universel. Et Labolife, j'imagine, a des concurrents. Et donc, est-ce que tout cela vous permet d'être également plus performant vis-à-vis de vos concurrents? Donc, il y a une double question sur vos concurrents et sur votre performance. Alors, on est dans un monde de monstres, c'est-à-dire que les autres ont 30 000, 50 000, 100 000 employés. Le monde a vraiment été fait, le monde de la pharmaceutique a été fait pour de très grandes entreprises. Et les petites entreprises qui se lancent, souvent, c'est pour être rachetées par une grande entreprise. Comme ça, ils auront la distribution, ils auront tout le reste, etc. Et tout le cadre réglementaire coûte une fortune. Donc, en fait, on est presque non existant dans le monde de la santé par rapport aux concurrents. Parce que qui sont les concurrents? Ceux qui essayent de permettre aux gens de retrouver leur santé. Donc, on a des monstres. Mais avec notre organisation, alors qu'on est quand même relativement peu, on fait de la recherche clinique, on fait de la recherche préclinique, on fait de la production complète de médicaments, on fait effectivement tout ce qui est contrôle de qualité, on a toute la réglementation au niveau international et on a aussi tous les contacts que l'on peut avoir avec les médecins. Donc, en fait, on est une très petite entreprise et grâce à cette organisation, on arrive à faire énormément de choses
avec peu de personnes. Et je vais rajouter quelque chose juste pour mettre une pierre dans la mare. Avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire 10 fois plus. Parce Pourquoi qu'on va avoir des super pouvoirs. et comment? Parce que l'intelligence artificielle est très efficace, mais n'a aucune idée du pourquoi. Et nous, dans notre entreprise, tout le monde a une idée très claire du pourquoi il est là. Et donc, il va pouvoir canaliser cette puissance vers le pourquoi et vers le pourquoi ultime qui est en fait d'aider les patients de retrouver leur santé durable. Euh, et c'est pour ça que on a le genre de raisonnement, le genre de réflexion qui nous permet de travailler de manière très efficace avec l'intelligence artificielle, parce que ce qu'il faut faire avec l'intelligence artificielle, c'est poser les bonnes questions et juger du pourquoi on est en train de poser des questions et sur l'adaptation des réponses qui sont là. Et quand on a toute sa vie professionnelle où on pense au quoi et au pourquoi et qu'on adapte le comment, l'IA est juste un nouveau comment qui donne des super pouvoirs. Et super pouvoir, parce que pour traduire en langage peut-être plus profane, ça veut dire qu'aujourd'hui, la puissance de calcul permet en quelque sorte de créer des molécules à partir du moment, au moins théoriquement, à partir du moment où c'est bien, le prompt, donc la question est bien posée avec des gens intelligents. C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire? Alors, je ne suis pas en train de parler au niveau de la molécule qui pourrait être très intéressant. Je suis en train de parler vraiment au niveau de tout le monde. Au niveau de l'administration, par exemple, un administratif va pouvoir répondre à toutes les obligations administratives qui viennent, etc. On va pouvoir faire un document de compliance avec notre département juridique qui nous aurait pris 2 semaines, que maintenant on va pouvoir faire en 4 heures. Et c'est ça, c'est-à-dire c'est à tous les niveaux. Par exemple, on a notre directeur de production qui disait, on était en train de parler de l'IA, et il avait une idée de dire, je pourrais avoir une nouvelle façon de l'organiser, et donc avoir un nouveau programme. Et j'ai dit, mais programme-le avec ce qu'on appelle le vibe coding, c'est-à-dire en posant des questions pour que l'IA fabrique l'outil dont tu vas avoir besoin toi, parce que tu es l'expert et tu sais exactement l'outil que tu veux. Jadis, il aurait fallu que l'on demande à une équipe externe, que l'on fasse les specs, que l'on ait le budget, que l'on revienne, que l'on vérifie, ça aurait pris des mois. Et là, il l'a fait en parallèle avec son travail quotidien. Il a commencé il y a environ 2 semaines. Il a maintenant quelque chose de tout à fait opérationnel qu'il est en train de peaufiner. Alors, il nous reste 4 ou 5 minutes. Yann, ces 4 ou 5 minutes vous sont dédiées, bien sûr, pour conclure finalement cette interview. Peut-être pour initier ces 4 ou 5 minutes, on va sortir du cadre de LaboLife et se référer un petit peu au monde extérieur ou à l'histoire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans votre réflexion, des choses qui vous inspirent plus particulièrement? Alors, l'influence de personnes, contemporaines ou historiques, ou l'apparition d'événements. On a parlé de l'intelligence artificielle, donc on ne va pas y revenir, mais qui aujourd'hui conduisent un peu votre raisonnement de façon un peu plus précise. Alors, une personne de référence serait mon père, et cette idée que l'argent est une responsabilité, mais aussi avoir cette vision sur la création et d'être dans l'émerveillement. On est dans un moment très intéressant de l'histoire, parce qu'il y a non seulement l'intelligence artificielle qui permet d'accélérer énormément de choses, mais je pense qu'aussi il y a un accès à l'information qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens peuvent écouter Radio Courtoisie, et c'est une radio qui est disponible en ligne, c'est disponible dans le monde entier pour ceux qui en ont besoin, peuvent l'écouter aussi normalement pendant leur pause déjeuner, en direct aussi, c'est possible. Mais aussi, là où les gens récupèrent leur information devient de plus en plus varié. On peut avoir maintenant un article qui sort dans un journal qui a 0 impact, parce que les gens n'y croient plus, mais parce qu'ils ont des sources d'informations qui viennent d'ailleurs. Et donc, il y a toute cette idée
de filtres que l'on a sur le monde, de filtres pour comprendre le monde. Et si on a un filtre qui est un filtre optimiste, positif, où on voit énormément de potentiel, on est dans un monde extraordinaire aujourd'hui. Et on peut trouver d'autres personnes qui ont cette vision du monde optimiste, positif, constructif, où on va essayer effectivement d'aider d'autres personnes. À travers l'entreprise, nous, on est en train d'aider des patients, mais il y a d'autres projets sur lesquels je suis en train de travailler pour aussi ramener cet émerveillement dans le monde. Et aujourd'hui, avec les outils que l'on a, avec les personnes qu'il y a, avec la capacité de communication que l'on a, c'est un moment merveilleux pour être vivant. Il nous reste 2 minutes, Yann. Juste une question concernant vos ascendances familiales du côté d'Edmond Rostand. Pour vous, alors même si Edmond Rostand est une figure bien connue, mais quel est le génie d'Edmond Rostand? Edmond Rostand avait cette facilité avec la plume de pouvoir faire rêver les gens, découvrir la France. Mais je parlais aussi de Jean Rostand. Jean Rostand qui était le biologiste. Oui. Et le biologiste qui a su aussi regarder le monde hors des certitudes, hors du consensus du moment, et qui réussit à aller plus loin et à avoir ce regard d'émerveillement, de curiosité, et aussi de ne pas accepter que ce n'est pas parce que je ne le comprends pas que ce n'est pas vrai. Et donc, voilà, c'est une ascendance, c'est une très belle famille de venir de ce côté-là, du côté de ma mère. C'est des gens qui, et aussi c'était je dirais, des Français dans le sens extraordinaire du terme, qui savent réfléchir, qui savent transmettre et qui n'ont pas peur du message qu'ils ont. Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin pour cette émission. Yann, un immense merci d'avoir pris tout ce temps pour nous, pour tous nos auditeurs. À très bientôt, j'espère, et bravo pour tout ce que vous avez construit. À bientôt. Yann. Merci à vous. Merci. Et merci à Radio Courtoisie.